Le professeur Asada est l'un des roboticiens les plus respectés au monde et il m'a ouvert les portes de son laboratoire ultramoderne. Y fureter librement est un véritable privilège. Un peu partout, des prototypes, des pièces détachées, des structures étonnantes. Ici, dans ce désordre apparent, naissent des robots qui marquent l'histoire de la robotique. Tiens, ça c'est un bras. Fascinant. Il y a tout, même des sortes de nerfs, de tendons. Voilà ce que je cherche. CB2. Désigné par les internautes comme le robot le plus effrayant ayant jamais existé. Tout cela parce que malgré sa taille, CB2 n'est qu'un bébé d'1 an, construit à une échelle différente pour plus de simplicité. Et pourtant il est splendide. On dirait un astronaute. Ses yeux sont magnifiques. Mais il est triste. Tellement triste, monsieur CB2. Grâce à ses 200 senseurs tactiles cachés sous sa peau de silicone, ce gros bébé de 33 kilos a livré ses secrets. En observant comment il a appris à ramper, les chercheurs ont compris comment un bébé le faisait. Le professeur Asada construit ces humanoïdes pour cela, pour améliorer les robots, mais surtout pour mieux comprendre le développement humain. Ce ne sont que des machines. Et vous dites qu'on peut découvrir des choses sur les comportements humains grâce à une machine? C'est juste un ordinateur avec des codes binaires. Mais comment une machine peut m'apprendre quelque chose sur moi-même? Nous réfléchissons sur l'empathie et sur la communication. Bien sûr, l'empathie artificielle n'est pas exactement la même que la vraie empathie. Mais un robot peut avoir ses propres pensées. Il pourra ressentir des émotions et les partager avec des humains. Oui, je comprends. En relation avec les humains. Le niveau de la batterie ou le moteur qui surchauffe. Avez-vous déjeuné? Oui, j'ai déjeuné. Si vous n'aviez pas déjeuné, vous auriez sans doute faim. Oui, oui. Donc le robot peut avoir les mêmes sensations s'il n'a plus d'énergie. Oh, maintenant j'ai faim, quelque chose comme ça. D'accord. Ce genre de système, bien sûr, ne peut pas être exactement comme le nôtre. Oui, c'est comme quand on a faim, on n'a plus de force. Mais c'est un système assez proche du nôtre. Donc un être humain peut partager, entrer en empathie avec un robot, comme il le fait avec un animal de compagnie. Mon souhait est que ce robot puisse ressentir son propre état émotionnel. Et alors le partager avec nous. Voici donc le but de ces recherches. Créer un robot avec des sensations semblables aux nôtres. Un robot avec des émotions presque humaines. Avant d'appuyer sur le déclencheur, je recherche la lumière parfaite. La bonne distance, un geste. Je veux trouver un angle unique. Est-ce ici? Ou plutôt là? Oui, j'ai déjà vu ça dans la rue. Quelque part, sur la plage, parmi une foule. Je reconnais ça. C'est une expression humaine. Juste ici. CB2 est vivant. CB2 n'est qu'une étape. Parce que le développement d'un être humain commence encore plus tôt, le professeur Asada a élaboré Fetal Robot. Ce prototype bardé de capteurs miniaturisés va permettre de mieux comprendre comment un fœtus de 35 semaines perçoit le monde, ce qu'il entend, ce qu'il ressent et comment il apprend. Je n'aurais jamais imaginé en commençant cette enquête que des robots pouvaient aider à mieux comprendre le fonctionnement de l'être humain. C'est phénoménal. Il reste tant de mystères. Comment un jeune enfant apprend-il à parler? Bientôt ce robot babillera, dira ses premiers mots, chantera. Un jour, les robots n'auront plus besoin de haut-parleurs pour s'exprimer.
Ils émettront directement des sons comme nous, exactement comme nous. Il y a 25 ans, on m'a proposé de photographier un chirurgien au travail. Je suis entré dans une salle d'opération et ça a été un choc. Soudain, j'étais en face de la chose la plus intime, la plus précieuse, la plus fragile. Une moelle épinière. Jamais elle n'aurait dû voir la lumière. Ce que je voyais était si précieux, si puissant, si pur. À ce moment-là, j'ai su que je voudrais retourner au bloc toute ma vie. Je l'ai fait plus de 300 fois. J'aurais pu simplement continuer de photographier des médecins en train de sauver des vies, mais j'avais l'impression de n'être qu'un voyeur. J'ai voulu sauver des vies à mon tour. J'ai sauté le pas. J'ai fait des études de médecine. C'est pour cela que je connais si bien le corps humain. Mais une fois devenu docteur, j'ai compris que je ne pourrais pas exercer comme médecin tout en continuant à faire de la photographie. Il fallait que je fasse un choix. J'ai choisi la photographie. Avec mon appareil, je tente de photographier l'âme, de définir la nature exacte de l'existence. Qui suis-je? Où suis-je? Suis-je dans mon cerveau? Dans mon cœur? Voici les questions que je pose quand je photographie le corps humain ou des robots. Certains cherchent des réponses. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'aime poser des questions. Au cœur de tout mon travail, dans toutes mes photographies, au bloc opératoire comme dans les laboratoires de robotique, c'est toujours la même question encore et encore. Qu'est-ce que cela signifie? Être un humain.